Bonjour, bienvenue à cette webconférence organisée par l'URSSAF PACA et France Travail. Alors, vous souhaitez tout savoir sur les métiers du contrôle à l'URSSAF? Ce direct est fait pour vous. Je me présente, Séverine Sayou, je suis chargée de communication et de partenariat à l'URSSAF PACA. Notre webinaire aujourd'hui va se dérouler en plusieurs temps. Dans un premier temps, nous aurons une présentation par Sabrina Lamar, qui est coordinatrice régionale recrutement des établissements publics et administratifs au sein de France Travail. Nous aurons dans un second temps Maxime et Benoît, tous les deux inspecteurs à l'URSSAF PACA, qui nous parleront de leur métier. Et enfin, Christelle Cartier, référente RH, clôturera cette présentation en abordant le processus de recrutement dans le cadre de la campagne inspecteur qui aura lieu en septembre. Bonjour à tous. Alors, quelques modalités pratiques avant de lancer cette présentation. Nous serons ensemble aujourd'hui pour une durée d'environ 1 heure. Vos caméras et micros seront coupés durant la séquence. L'objectif de ce webinaire étant de relayer les informations importantes visant les différents sujets abordés. Un temps questions-réponses est prévu en toute fin de webinaire. Et nous vous invitons donc à poser vos questions directement via le fil de discussion qui est prévu à cet effet. Enfin, un questionnaire de satisfaction vous sera relayé également en fin de présentation et nous vous remercions de prendre quelques minutes pour y répondre. Nous allons à présent débuter cette webconférence et je vais laisser la parole à Sabrina. Merci beaucoup Séverine. Bonjour à tous. Donc effectivement, je suis Sabrina Lamar et je travaille pour France Travail. Et d'ailleurs, je vais vous parler quelques minutes de France Travail. Donc vous le savez, depuis janvier 2024, Pôle emploi est devenu France Travail. Et donc l'objectif par ce biais-là est de regrouper tous les acteurs du réseau pour l'emploi pour tout simplement mieux répondre à nos usagers qui sont les entreprises et les demandeurs d'emploi. Donc, je vais passer aux missions. On y arrive. Dans le cadre des missions que France Travail a, c'est la première est d'accueillir, accompagner et orienter. Le but est de pouvoir organiser l'accompagnement des personnes en recherche d'emploi. Ça peut être une démarche sur la reprise d'activité, ça peut être une démarche sur un parcours de formation ou tout simplement un conseil personnalisé par rapport à une demande spécifique. L'objectif aussi dans cette première mission est de renforcer les informations que les candidats peuvent avoir sur les métiers et les postes de l'entreprise. Donc, ça permet tout simplement de mieux appréhender la prise de poste et de mieux appréhender les informations sur l'entreprise pour pouvoir intégrer une entreprise. Sur la deuxième mission, mettre en relation, il s'agit d'accompagner les entreprises dans les recrutements. Par exemple, faciliter le repérage de profils pour des entreprises ou gérer des offres d'emploi et permettre une sélection de profils ou tout simplement mobiliser une mesure pour l'emploi pour facilement intégrer un profil dans son entreprise. Deuxième axe de cette deuxième mission, favoriser la relation entre les candidats et les entreprises pour permettre tout simplement une meilleure rencontre et ainsi accélérer les recrutements. C'est d'ailleurs l'objectif de notre réunion d'aujourd'hui, puisque la sécurité sociale recrute, vous l'avez eu comme message, et l'objectif est de vous présenter les métiers du contrôle. Vous avez été invité à cet audio parce que soit vous avez une formation qui correspondait aux critères recherchés par la sécurité sociale, soit c'est votre expérience qui correspondait aux critères recherchés par la sécurité sociale. Par exemple, les domaines peuvent être le juridique, ça peut être aussi sciences politiques, le droit fiscal. Donc vraiment, c'était des critères qui ont été définis ensemble entre la sécurité sociale et France Travail et regarder quels seraient potentiellement les candidats qui seraient intéressés afin de permettre cette rencontre et donc, comme le disait le deuxième point de la deuxième mission, favoriser cette relation entre les entreprises et les candidats pour que vous puissiez avoir toutes les informations sur les différents métiers et pouvoir après postuler simplement. Donc, j'espère que l'information est
et suffisamment clair pour que vous puissiez bien comprendre quel était l'intérêt de votre présence à ce webinaire. S'il Merci n'y a pas de Sabrina. questions, je vous laisse reprendre la main, Sabrine. Merci Sabrina pour l'ensemble de ces informations. Donc on va à présent parler de l'URSSAF. Je vous laisse dérouler pour aller sur la slide. Donc l'URSSAF, c'est un organisme de sécurité sociale au même titre que la CAF, l'assurance maladie CPAM, dont l'activité est structurée en 3 grandes missions. La première, c'est assurer le financement de la protection sociale. Ensuite, garantir les droits sociaux et l'équité entre tous les acteurs économiques. Et enfin, accompagner les employeurs et les entrepreneurs. Donc l'URSSAF, elle collecte les cotisations sociales des entreprises et elle les reverse à 880 organismes pour le financement de la santé, la retraite et la famille, entre autres. Mais l'URSSAF a aussi, comme je le disais, d'autres missions. Elle sécurise et elle contrôle les déclarations afin de garantir une saine concurrence entre les entreprises. Pour vous donner quelques chiffres sur les diapos suivantes, en 2021, donc la diapo encore suivante, 98 000 actions de contrôle et de prévention ont été réalisées par les équipes contrôle et près de 25 milliards d'euros de cotisations ont été vérifiés. Donc l'URSSAF, elle est aussi là pour accompagner les entreprises. Elle leur propose des services adaptés, prenant en compte leurs contraintes et leurs besoins pour faciliter l'accomplissement des démarches sociales. Elle va les conseiller dans les étapes clés de leur activité et les soutenir également en cas de difficulté. À présent, on va donc là, c'est comme je vous le disais, l'URSSAF est là pour récolter les cotisations des entreprises, mais aussi les accompagner tout au long de la vie de l'entreprise. On va à présent regarder une vidéo qui a un zoom sur l'URSSAF PACA. Donc voilà, vous avez désormais un aperçu un peu plus précis de ce qu'est l'URSSAF PACA. Et on va à présent entrer dans le cœur du sujet de notre webconférence et je vais pour cela passer la parole à Benoît. Oui, bonjour. Donc Benoît, je suis inspecteur à l'URSSAF PACA. Alors, pourquoi contrôler les usagers? Donc, le recouvrement des cotisations et des contributions sociales repose sur la base d'un système déclaratif. Les usagers déclarent eux-mêmes le montant des salaires et versent les cotisations spontanément. Cela implique en contrepartie de contrôler régulièrement, le plus souvent possible, l'exactitude et la conformité des informations déclarées pour d'une part rétablir les salariés dans leurs droits et d'autre part garantir une concurrence saine entre les entreprises. Alors cette mission, elle est principalement assurée par les inspecteurs
répartis en deux spécialités. Donc, ceux qui effectuent du contrôle comptable d'assiette, qu'on appellera CCA. Donc, c'est des agents de contrôle donc, qui envoient un avis de passage à une entreprise, leur demandant de préparer l'ensemble des documents juridiques, comptables, de paye, et qui vont se présenter et contrôler ces documents et vérifier l'exactitude des déclarations. Et puis, d'autre part, il y a la lutte contre le travail dissimulé, qui est composée d'inspecteurs spécialisés et qui contrôlent de manière inopinée les entreprises, mais on y reviendra tout à l'heure. Et enfin, il y a les contrôleurs sur pièce qui interviennent également en vérifiant la conformité des déclarations effectuées par les très petites entreprises en réalisant des contrôles sur pièce. C'est un agent agréé et assermenté dont le domaine d'expertise est la législation sociale. L'inspecteur du recouvrement est chargé de vérifier les déclarations des entreprises transmises à l'URSSAF à partir de documents juridiques, de la paye, de la comptabilité et des documents fiscaux. Nous entrons dans les coulisses des entreprises afin de vérifier, contrôler les éléments juridiques, sociaux et comptables pour s'assurer que les cotisations sociales sont correctement déclarées. Mais notre rôle est plus large, à travers notre mission de conseil auprès des cotisants et nos actions de prévention, notamment dans le cadre de la lutte contre le travail illégal. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de journée type dans ce métier, et c'est ce que je trouve motivant. Soit on se déplace dans les entreprises pour réaliser le contrôle avec un entretien en début et à la fin pour faire un point de situation sur ce qui a été constaté, sur les bonnes pratiques, sur les points à régulariser, mais aussi pour expliquer les points de législation non maîtrisés. Soit on est amené à travailler dans les locaux de l'URSSAF ou à domicile pour finaliser ces contrôles. C'est à l'inspecteur de mettre en place sa propre organisation. Je dirais la technicité, car il faut maîtriser la législation sociale, l'investigation par l'analyse de la paye et de la comptabilité, qui s'apparenterait un peu à un jeu où l'on devrait chercher les erreurs, et le relationnel, puisque nous sommes amenés à rencontrer plusieurs interlocuteurs avec des sensibilités différentes. Moi, je dirais connaissance sociale et comptable, autonomie et écoute pédagogique. Lorsque nous sommes en contrôle, nous sommes seuls avec notre interlocuteur. Mais le fait de venir au bureau permet d'échanger sur les problématiques rencontrées avec les autres inspecteurs présents. En effet, nous sommes avant tout un corps de contrôle. Donc je pense que c'est un métier d'échange et de partage. Si je peux ajouter, il faut préciser que les contrôles se réalisent le plus souvent seuls. Mais sur les contrôles à fort enjeu, notamment les GE ou TGE, grandes entreprises ou très grandes entreprises, nous pouvons être plusieurs sur le dossier pour travailler en équipe en co-réalisation. Moi, j'étais interne sécurité sociale. J'avais au préalable un véritable intérêt pour les métiers du contrôle. Je voulais pouvoir participer à la lutte contre le travail illégal, mais surtout avoir un métier stimulant au quotidien. Pour ma part, j'ai à cœur de participer au financement de la protection sociale en France, à l'équité de traitement entre les cotisants et de veiller au respect des droits des salariés. Il faut de l'écoute, du discernement et de l'organisation. Et selon toi, Marianne ? Moi, je dirais l'adaptabilité, que ce soit par rapport aux interlocuteurs, aux différentes entreprises rencontrées, aux différents domaines à contrôler. Et je dirais enfin une facilité à communiquer, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Dans notre métier, il est important d'entrer dans la logique de l'entreprise pour comprendre ce qui a été fait et vérifier que cela correspond bien à la législation applicable et d'agir en fonction. Donc, je dirais les deux. C'est un métier riche, intéressant et surtout essentiel à la protection et à la pérennité de notre système de protection sociale. Donc un conseil, soyez attentifs, motivés et investis, vous jouerez un rôle clé à la sortie. N'hésitez pas à vous documenter sur le métier à travers les différents sites ou plateformes, prendre en compte que l'on doit suivre une formation longue au départ et par la suite, même lorsque l'on est en poste, la formation continue car la législation évolue constamment. Et pour finir, être inspecteur du recouvrement, c'est se déplacer au quotidien. Il faut donc aimer être en situation de déplacement, même parfois en dehors de sa région, ne serait-ce que pour la formation initiale. Alors rejoignez-nous. Alors, vous en savez désormais un peu plus sur le métier d'inspecteur contrôle comptable d'assiette.
Mais je vais passer la parole à Sabrina et Maxime qui vont vous apporter des détails complémentaires et peut-être répondre à certaines de vos questions. Sabrina, c'est à vous. Merci Séverine. Alors, Maxime, j'aurais une première question à vous poser. Pourquoi avez-vous choisi le métier d'inspecteur contrôle comptable d'assiette? D'abord, bonjour. J'ai choisi le métier d'inspecteur CCA, donc contrôle comptable d'assiette, à la suite d'un accident de la vie, un accident de la vie. Et je me suis rendu compte à la suite de cet accident que le système social que nous avions, et notamment l'hôpital public, avait une grande valeur. Et donc, pour contribuer au fonctionnement de la sécurité sociale, j'ai voulu travailler pour elle et je connaissais déjà à ce moment-là le métier d'inspecteur du recouvrement et je savais que les compétences nécessaires étaient en adéquation avec celles que j'avais acquises dans mon cursus initial, donc j'ai postulé. Merci Maxime. Deuxième question, comment se déroule la formation que vous suivez? Par exemple, la durée, les outils utilisés, les process. Est-ce qu'il y a du tutorat à la prise de poste? Alors la formation est une formation qui dure approximativement 12 mois. Elle est découpée en phase terrain et en phase théorique. Dans les phases théoriques, vous avez des cours magistraux classiques. Et en phase pratique, vous allez aller en entreprise avec votre tuteur ou votre moniteur, mettre en pratique les compétences réglementaires que vous avez justement acquises en cours magistral. Et voilà, vous alternez les deux, vous acquisez au début de la connaissance théorique, vous la mettez en pratique, parce qu'il y a quand même un écart qui est conséquent entre les deux, entre simplement, ça fonctionne comme ça et je vais chercher l'information. Donc cette alternance est vraiment la force de cette formation, parce qu'on met en pratique quelque chose d'assez théorique. Merci Maxime. Troisième question, avez-vous eu des mises en situation? Si oui, comment se sont-elles passées et dans quel cadre elles ont pu être réalisées? Alors, les mises en formation sont vraiment une part constitutive de la formation. On se rend sur place chez le cotisant, comme dans un vrai contrôle avec notre tutrice et notre monitrice. Et à ce moment-là, soit on a un pan entier de législation à réaliser en autonomie, soit une année, cela dépend comment est-ce qu'on va s'organiser. Il faut s'adapter et à partir de là, on a des retours, on va dire tu as fait comme ça, moi j'aurais fait comme ça, telle information tu l'as prise ici, mais elle existait également là. Donc voilà, à l'avenir, je pourrais faire ça ou faire ceci. Dernière question pour vous, Maxime. D'après vous, quelles sont les compétences qui sont nécessaires pour exercer ce métier? Pour moi, elles sont au nombre de 3. Donc vous avez tout d'abord la curiosité. Quand vous avez de la comptabilité, des documents sociaux en face de vous, il faut avoir cette curiosité d'aller chercher l'information, être dans une démarche d'investigation. Donc ça, c'est pour la curiosité. Ensuite, vous êtes quand même assermenté et agréé, donc il y a de la rigueur qui est derrière. Vous ne pouvez pas manquer de rigueur dans votre application. Et enfin, c'est l'adaptabilité. Alors ça, vous l'avez vu dans les précédentes vidéos, mais effectivement, quand on est inspecteur CCA, donc contrôle comptable d'assiette, chaque jour, on a un nouveau cotisant en face de nous, un nouveau contrôle, on repart à zéro, dans un environnement différent, avec des interlocuteurs différents et des documents différents. Donc, si on ne sait pas s'adapter, c'est un peu compliqué et il faut justement chaque jour, j'allais dire se réinventer, c'est un peu fort, mais plutôt savoir rebondir et faire avec ce qu'on a au moment T, au moment N. Merci Maxime. Merci à tous les deux. Alors, on va à présent découvrir le métier d'inspecteur lutte contre le travail illégal en vidéo. C'est un inspecteur qui lutte contre le travail dissimulé, premièrement par dissimulation d'activité lorsqu'il y a un défaut d'immatriculation, une absence des déclarations de chiffre d'affaires et de revenus, et deuxièmement par dissimulation d'emploi salarié lorsqu'il y a absence des déclarations d'embauche et des déclarations de salaire. Il s'agit de lutter activement contre la fraude en effectuant des contrôles inopinés ou ciblés d'entreprises qui ne déclarent pas leurs salariés, soit en n'effectuant pas les formalités d'embauche les concernant,
soit en ne déclarant pas à l'URSSAF tout ou partie des salaires qui leur sont dus ou versés. Mais également des autres entrepreneurs ne déclarant pas leur chiffre d'affaires et des personnes physiques ne déclarant pas leurs revenus professionnels ou qui n'en déclarent qu'une partie infime. Dans notre métier, nous n'avons pas de journée type car le travail est très diversifié. On peut être amené à effectuer des repérages et des contrôles sur le terrain. Nous sommes également amenés à analyser la situation déclarative des entreprises ainsi que leurs comptes bancaires, à effectuer des auditions des mises en cause et des victimes, à rédiger des procès-verbaux. En résumé, on ne s'ennuie jamais. Enquête, terrain et expertise. Seul et en équipe. C'est un métier qui demande de s'adapter sans cesse aux évolutions législatives. Nous sommes amenés à effectuer des contrôles aussi bien sur le terrain qu'au bureau. Il s'agit d'un métier dans lequel on est en contact avec les employeurs, les salariés et les partenaires. C'est un métier qui a du sens car on défend les valeurs de la sécurité sociale au quotidien et on contribue au bon fonctionnement de notre système de sécurité sociale. Nous pouvons évoluer vers un poste de manager d'une équipe d'inspecteurs LCTI. L'adaptabilité, le sens du contact humain et la rigueur. Il s'agit d'une formation de 16 mois rémunérée qui alterne des phases d'apprentissage théorique du métier avec des phases de mise en pratique accompagnées d'un moniteur au sein même de l'URSSAF. L'inspecteur LCTI doit faire preuve d'objectivité au quotidien. Il doit sans cesse améliorer ses connaissances et ses compétences afin de renforcer la qualité de ses procédures. Une analyse juridique de qualité et une répartie verbale éprouvée sont également requises pour mener à bien les auditions pénales et pour rédiger les réponses à contestation. Venez rejoindre nos équipes. Alors maintenant, vous avez un aperçu un peu plus précis du métier d'inspecteur lutte contre le travail dissimulé et on va avoir encore plus de détails avec Sabrina et Benoît. Merci Séverine. Première question pour Benoît. Quelles sont les missions d'un inspecteur de recouvrement URSSAF lutte contre le travail illégal? Eh bien, nous luttons et prévenons la fraude sociale en effectuant des contrôles d'entreprises, d'entrepreneurs individuels, afin de vérifier si les salariés et l'activité sont correctement déclarés auprès de notre organisme. Notre objectif est que les rémunérations, les chiffres d'affaires, les revenus professionnels soient correctement déclarés et que ce soit bien évidemment les revenus réels. Voilà, qui soient déclarés auprès de notre organisme pour payer les cotisations sociales. Voilà, et une autre de nos missions, c'est optimiser le recouvrement, c'est-à-dire de permettre à ce qu'en cas de contrôle, nous puissions récupérer les cotisations afin d'alimenter les comptes des salariés et ainsi garantir leur protection sociale. Merci Benoît. Deuxième question pour vous. Comment se déroule un contrôle URSSAF? D'accord, donc il y a principalement deux types de contrôles. Il y a le contrôle de flagrance, ciblé ou inopiné. Nous rentrons dans des locaux professionnels ou un chantier, nous présentons et demandons le consentement des salariés présents en action de travail et nous leur posons donc des questions sur leurs conditions d'emploi, leur rémunération, afin de vérifier et d'avoir déjà des premières informations directement du terrain pour les confronter ensuite aux déclarations qui ont été faites par l'entreprise. Ensuite, nous avons des contrôles qui sont issus de ciblages nationaux, régionaux. Les contrôles peuvent être aussi diligentés à la suite de la réception d'un procès-verbal établi par un partenaire, que ce soit l'inspection du travail, la gendarmerie, la police, d'un signalement, d'une dénonciation, d'une détection à partir d'un autre dossier, puisque parfois on peut contrôler un chantier, on va tomber sur une entreprise, contrôler sa situation, elle peut s'avérer tout à fait correcte, mais en revanche, elle fait appel à un sous-traitant et là, on va poursuivre les investigations. D'où l'importance de se poser les bonnes questions, connaître l'entreprise et puis être à l'écoute à la fois des salariés et puis des personnes présentes. Troisième question pour vous, Benoît. Quels sont les outils et les méthodes pour effectuer ce contrôle URSSAF?
D'accord. Donc, comme le disait Maxime, il faut faire preuve de curiosité, hein. Il faut se poser les bonnes questions. Pour pouvoir poser les bonnes questions sur le terrain, pouvoir investiguer correctement et comprendre réellement le fonctionnement de l'entreprise et vérifier que les déclarations soient correctement faites. Donc, il faut être pugnace. Quand on commence une investigation, il faut la mener à son terme. Et puis ensuite, nous avons bien sûr des outils internes pour obtenir des informations à la fois juridiques, déclaratives sur l'entreprise. Et puis, dans un dernier temps, on a également la possibilité d'effectuer donc des droits de communication, c'est-à-dire de poser directement des questions auprès des établissements bancaires pour obtenir des relevés bancaires, pour demander des informations aux différentes administrations, inspection du travail, le fisc, etc. Donc, on a tout un panel d'outils à notre disposition pour pouvoir mener nos investigations. Merci Benoît. 4e question encore pour vous. Comment se passe la relation entreprise lors d'un contrôle URSSAF? Alors, ça se passe bien, hein. Je tiens à vous rassurer, ça fait des années que j'exerce ce métier, donc le contrôle se passe en général très bien. Il est important d'être à l'écoute, de ne pas avoir une attitude agressive et d'écouter les salariés, les chefs d'entreprise pour mener à bien notre mission. Il arrive parfois qu'ils soient un peu anxieux, et c'est normal, puisque la situation de contrôle peut être un petit peu anxiogène, mais en général, avec un bon savoir-être, il n'y a pas de souci. Merci Benoît. Dernière question pour vous. Quelles sont les évolutions possibles au sein de l'URSSAF? Alors, pour un inspecteur LCTD, donc, il y a la voie managériale, le cas échéant, mais globalement, tout est possible puisque nous sommes des profils assez recherchés au sein de l'URSSAF, mais aussi au sein de la sécurité sociale, justement pour les valeurs qui avaient été exposées avant, donc en termes de rigueur, d'efficacité. Donc après, nous pouvons évoluer à la fois en interne, selon notre potentiel et nos compétences. Nous pouvons également postuler à toutes les offres d'emploi au sein de la sécurité sociale. Voilà, et donc il y a pas mal d'opportunités qui se présentent. Donc après, en fonction du souhait de chacun. Voilà. C'est possible. Merci beaucoup, Benoît. Je rends la parole à Maxime. Alors moi, je vais vous présenter quelques points. Pourquoi devenir inspecteur? Ils sont au nombre de 5. Tout d'abord, comme je le disais dans mon histoire personnelle, on fait ce métier avant tout pour un intérêt général. Moi, c'était pour financer la sécurité sociale, mais c'est également la retraite, le chômage. Au-delà de ça, on y va également pour être épanoui dans son travail. Donc, on a des missions qui sont diversifiées, qui tendent justement à nous épanouir, parce qu'on voit des choses différentes chaque jour. Chaque matin, moi, quand je vais en contrôle, je ne sais pas exactement sur quoi je vais tomber. Je n'ai pas l'impression d'être dans une routine et je redécouvre des choses chaque jour. Le métier de contact, effectivement, quand on est inspecteur, notamment inspecteur CCA, on a une discussion avec l'employeur. Parfois, les points de législation ne sont pas compris, mais ce n'est pas une volonté de frauder, c'est vraiment de l'ordre de l'erreur. Donc, on va expliquer, on va mettre en perspective la réglementation, pourquoi est-ce qu'elle a été faite comme ça, expliquer le fond, que plutôt simplement dire, c'est comme ça parce que. Voilà. En plus de ça, à titre personnel, vous avez une formation qui est qualifiante. Au terme de la formation, j'ai eu un diplôme équivalent Bac+5. Les perspectives d'évolution, ensuite, vous pouvez soit vous tourner dans la lutte contre la fraude en devenant inspecteur LCTI, bien que les inspecteurs CCA sont dits généralistes, donc ils participent également à la lutte contre le travail illégal, mais vous pouvez vous spécialiser dans ça, ou plus tard, vous pouvez devenir manager des inspecteurs. Et pour le collectif de travail innovant, on participe à des groupes pour différents, soit c'est des missions locales, soit nationales, et on développe telle question, des outils, que ce soit informatique ou autre, on fait avancer les outils et les manières, les processus sur lesquels on travaille. Voilà.
Merci beaucoup à tous les 3. Je passe la, ouais, je passe la parole à Madame Cartier. Voilà, c'est mieux comme ça. Bonjour à tous. Donc je suis Christelle Cartier, je suis chargée de développement RH pour l'URSSAF PACA et plus particulièrement en charge du recrutement des inspecteurs du recouvrement. Donc je vois qu'il y a déjà beaucoup de questions dans le fil de discussion sur les salaires, la formation, etc. Donc on va y venir. Donc allons-y. Alors, déjà, statut d'inspecteur. Donc, il ne s'agit pas d'un concours. Hein. Nous sommes bien un organisme privé avec une mission de service public. Donc, voilà, ce sont bien des contrats de droit privé en CDI qui sont signés. Un inspecteur, donc c'est un métier qui est conditionné à une formation initiale. On en a déjà commencé à en parler tout à l'heure. On aura le temps de la détailler un petit peu plus, mais elle est obligatoire. Elle doit être suivie puisqu'elle donne à fin une certification qui est obligatoire pour avoir un agrément, donc fonction réglementée, et assermenté, c'est-à-dire il y a une prestation de serment devant le tribunal d'instance et avec une carte professionnelle nationale qui est présentée lors des contrôles. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un salarié d'un organisme de droit privé avec une mission de service public. Ça vaut pour tous nos agents URSSAF, quel que soit leur poste. Et bien sûr, c'est un métier qui est soumis au secret professionnel, puisque voilà, comme vous l'ont exposé nos 2 inspecteurs, vous avez accès à énormément de données. Donc voilà, c'est une chose sur laquelle on insiste beaucoup. Voilà, tout ce qu'ils voient en contrôle reste à leur niveau, au niveau de la direction contrôle en tout cas. Le cadre de travail. Du coup, nos inspecteurs ont évidemment des outils de mobilité professionnelle, c'est-à-dire ont mis à leur disposition un ordinateur portable sécurisé, un téléphone portable également. Ils ont beaucoup de logiciels internes hein, qui sont de chez nous avec support en lien avec le métier. Donc ça va être autant des logiciels pour leur contrôle, pour les faciliter, que les outils comme Teams par exemple, là qu'on utilise aujourd'hui. Voilà, c'est quelque chose pour rester en contact. Des bureaux collectifs dans tous les locaux de l'URSSAF. Donc au tout début, vous avez vu qu'en URSSAF PACA, nous avons 8 sites. Donc pour les rappeler, il y a Gap, Digne, Avignon, Toulon, 2 sites à Marseille et Nice. Donc voilà, il y a des inspecteurs sur tous ces sites et ça ne les empêche pas de travailler, même s'ils sont sur des sites distants, de travailler ensemble. Donc voilà, il y a ce côté qui est important. Sur les exigences du poste, ça aussi, voilà, on a un petit peu parlé, mais le contrôle donc s'exerce seul au quotidien, surtout pour les contrôles CCA. Voilà, les contrôleurs se déplacent en entreprise. Sur la LCTI, messieurs, n'hésitez pas à m'arrêter, mais sur la LCTI, on est plus quand même sur des sorties un peu plus collectives. Donc voilà. Mais même pour les contrôleurs qui exercent le métier seul au quotidien, bien sûr, il y a un soutien important de la hiérarchie et des collègues, comme je vous le disais, voilà, même s'ils ne sont pas tous sur les mêmes sites, il y a quand même voilà, un effet important d'équipe. Voilà, on n'est pas tout seul, il y a des managers, des responsables, voilà. Il y a vraiment un travail de partenariat qui est important. Sur les exigences, toujours une législation évolutive, hein, voilà, ça aussi on l'a évoqué, hein, ça nécessite des mises à jour régulières avec bien sûr des formations. En interne, voilà, nous avons un pôle formation et bien sûr que voilà, c'est suivi, c'est proposé voilà, tout au long de la carrière, même au-delà de la formation initiale qui est proposée évidemment, et qui sont organisés donc tant au niveau régional que national, puisque voilà, les inspecteurs, c'est aussi un réseau national. Comme je vous l'ai dit pour les inspecteurs LCTI, donc des sorties de groupe, mais aussi des horaires parfois en horaire inhabituel. Ça, il faut le savoir, on peut avoir des sorties le week-end, en soirée, voilà, selon le type d'entreprise qui va être contrôlé. Et bien sûr, un système de compensation horaire, donc les inspecteurs sont cadres au forfait. Et évidemment, quand il y a des dépassements sur, voilà, comme je vous le disais, les week-ends hein, et le soir, bien sûr que ça c'est pris en compte et c'est compensé financièrement. Voilà pour le cadre de travail. Pour les profils recherchés, donc en termes de formation, donc vous avez deux possibles pour tout profil. Être titulaire d'un diplôme de niveau Bac+3, toutes filières confondues. Donc voilà, c'est vraiment, même si bien sûr avoir un diplôme en droit en comptabilité permet d'être plus à l'aise avec la formation et ça, voilà, ça aide vraiment, mais on est quand même assez large là-dessus. Et pas de condition d'expérience professionnelle requise. Voilà, quand on est vraiment sur le niveau Bac+3. Voilà, ça, c'est vraiment le critère d'entrée. En revanche, pour ceux qui n'ont qu'un diplôme de niveau bac, ce qu'on va prendre en compte en complément, c'est l'expérience. Voilà, l'idée, c'est de ne pas écarter forcément sur le diplôme, mais de prendre en compte l'expérience des personnes. Donc, comme vous voyez, une expérience dans des domaines assez larges, comptabilité, enquête, investigation, analyse de données, procédure pénale, voilà, connaissance de la procédure pénale. Voilà, ce sont des choses qu'on va regarder. Comme je l'ai dit, c'est pas un concours, c'est vraiment un process de recrutement. Donc voilà, nous, tous les CV nous arrivent et on va vraiment être attentif à ça, à regarder soit le diplôme,
quand il s'agit d'un bac+3, soit l'expérience requise, et voilà, chercher vraiment les profils qui nous intéressent. Donc comme je le disais, une appétence particulière pour la comptabilité et le droit, parce que même si la formation est là, c'est quand même une formation qui est complexe. Donc voilà, c'est bien d'avoir ces bases-là, c'est intéressant pour nous et pour la personne qui va suivre la formation, et pour l'élève. Voilà, là-dessus. Avoir un casier judiciaire vierge, comme je vous le disais, ou prêt de serment devant le tribunal. Donc voilà, c'est quelque chose d'obligatoire. On demande le bulletin numéro 3 dès l'inscription au recrutement. Et bien sûr, être titulaire du permis de conduire. Donc à la date du recrutement, vous devez avoir un permis de conduire en cours de validité. Vous ne pouvez pas être en cours de passation du permis. Il faut vraiment l'avoir, c'est obligatoire, puisqu'évidemment, comme vous l'a expliqué, les inspecteurs se déplacent, donc ils doivent avoir un véhicule. Et on met en disposition un véhicule de fonction pour les inspecteurs, pour qu'ils puissent justement se déplacer dans les entreprises. Alors, pour postuler, donc comme je l'ai dit, c'est bien un process de recrutement, c'est pas un concours. Les dépôts de candidature vont pouvoir se faire entre le 1er et le 30 septembre. Donc, il faut savoir que c'est un recrutement qui est national. Donc, si nous, évidemment, on gère notre process de recrutement au niveau régional, pour la région PACA, mais il faut savoir que toutes les URSSAF, en même temps, lancent la campagne de recrutement et suivent le même process de recrutement avec les mêmes, avec les mêmes conditions de diplôme que je viens de vous montrer. Voilà, c'est vraiment tout le process. On suit tous ensemble, voilà, on sait c'est notre période. À partir du 1er septembre, tous les services RH des différentes URSSAF sont sur ce process de recrutement et suivent le même process. Donc pour ça, vous aurez un poste qui évidemment sera disponible à partir du 1er septembre sur le site de la Sécu Recrute. Donc voilà, ça c'est vraiment le seul canal d'entrée, c'est ce site-là, c'est la Sécu Recrute, c'est par là que nous on ira récupérer toutes les candidatures. Donc il est obligatoire de postuler à ce moment-là. Donc ensuite, quand vous aurez l'occasion d'aller sur ce site, vous avez un espace candidat à créer et un champ de formulaire à remplir. Voilà, rien de bien compliqué, les niveaux de diplôme, voilà, une petite motivation à exprimer, voilà, et à rentrer sur ce formulaire. Vous aurez l'annonce PACA qui évidemment précisera un petit peu tout ce dont on va parler là. Ça sera remis dans l'offre. Il n'y aura pas les conditions de diplôme, les missions, voilà, tout ce qui est durée de formation, etc. Ça sera remis dans l'offre. Ça sera énoncé clairement. Vous postulez à l'offre et évidemment, vous remplissez tous les champs, vous joignez un CV et une lettre de motivation. On tient à la lettre de motivation, ce sont des postes qui sont importants pour nous. Voilà, on est vraiment au cœur du métier de recouvrement, du contrôle. Donc la lettre de motivation est obligatoire. Donc voilà, de bien penser à mettre une lettre de motivation avec votre candidature. Comme je le disais, j'en profite pour une petite précision, les postes sont ouverts dans tous les organismes de l'URSSAF PACA. Mais il n'y a qu'un seul dossier de candidature à faire. Ça aussi, voilà, c'est important. Donc, vous avez le droit de faire des choix. Voilà, si vous préférez PACA en premier, Île-de-France en deuxième, Rhône-Alpes en troisième. Mais votre candidature sera traitée vraiment par le premier choix. Et éventuellement, si vous n'êtes pas retenu en PACA, à ce moment-là, on pourra transférer votre candidature aux autres. Mais voilà, ça, c'est bon à savoir. Pour ceux qui sont mobiles, vous avez également cette possibilité d'aller de manière un petit peu plus large. Alors, pour le déroulement de la procédure de recrutement. Alors, comme je vous l'ai dit, dépôt des candidatures du 1er au 30 septembre. Donc voilà, ça ne change pas, vous postulez en ligne jusqu'au 30 septembre à minuit. Il y a une première étape. Donc nous, on va faire une analyse de candidature. Une fois encore, c'est un recrutement. Donc on analyse, on regarde les besoins que nous avons par rapport aux postes qui sont proposés. Les candidatures qui seront retenues, à ce moment-là, elles seront contactées. On proposera un premier test d'aptitude cognitive. Donc c'est-à-dire un test qui se fait en ligne, à distance. Vous avez un créneau qui vous est fixé à une heure précise sur laquelle vous devez passer ces tests. Donc capacité verbale, capacité numérique et raisonnement logique. Voilà, ça dure 1 heure. Ce test, il faut obtenir une note qui tous les ans est fixée, voilà, en fonction des résultats des candidats. Elle est fixée au niveau national puis au niveau local. Donc il y a une certaine note à obtenir pour pouvoir aller vers l'autre étape de recrutement. Si malheureusement vous êtes en dessous de cette note, vous avez une réponse négative. Sinon, vous êtes invité à continuer le parcours de recrutement. Donc là, on est à peu près sur, on est sur le mois d'octobre. C'est le temps qu'on contacte les candidats, qu'on passe les tests, etc. Et ça nous amènera vers novembre. Là, sur novembre, une fois que vous avez réussi le test, on est sur des sessions d'évaluation individuelle, ce qu'on appelle par protocole d'assessment. C'est-à-dire que vous avez un test de personnalité à passer, qui est en lien avec le métier, et qui vous permet en fait d'accéder qui va être développé plutôt au cours d'un entretien de motivation que vous allez passer avec une personne des services RH qui va avec vous donc regarder un petit peu les différents points de votre candidature et qui va également vous faire passer des mises en situation, voilà, vraiment des simulations
qui seront en lien avec le métier d'inspecteur. Voilà, tout ça dure 3 heures. Ça permet à la personne donc, qui est en charge du process de recrutement, donc là on est vraiment sur la partie RH, de regarder avec vous voilà, toutes les conditions qui sont attendues, les savoir-être, le savoir-faire qu'on recherche. À l'issue de cette session d'évaluation, il y a un avis qui est émis par la personne RH. Et si l'avis est favorable, à ce moment-là, vous avez le dernier entretien de motivation, qui lui est un entretien cette fois-ci bien plus classique, hein, si on peut dire, d'environ 1 heure. Et là, vous avez l'occasion donc de rencontrer les métiers, donc c'est-à-dire la direction contrôle, le manager contrôle, et qui là vous font un entretien voilà, plus classique, si je puis dire. Et enfin, la communication finale de la décision du process de recrutement, avec une prise de poste donc, qui se fait en janvier, donc généralement c'est à peu près mi-janvier, voilà, aux alentours, je crois que l'année dernière c'était vers le 10 ou quelque chose comme ça. Vous avez donc, quand vous commencez, une première phase d'intégration, 15 jours d'intégration assez classique, vous êtes en URSSAF, voilà, vous êtes sur votre site. Ensuite démarre ce qu'on vous disait tout à l'heure, donc nos inspecteurs, des phases de formation très théoriques, vous êtes en centre de formation, et ensuite vous alternez ces phases très théoriques avec des phases plus concrètes où là vous êtes dans votre URSSAF avec votre tuteur, votre moniteur, votre manager, et là voilà, vous êtes vraiment sur des cas concrets, vous commencez à vous déplacer avec eux en organisme et à voir vraiment le métier de contrôleur. L'idée c'est vraiment d'avoir ces deux, c'est Maxime qui le disait tout à l'heure, voilà, d'avoir les deux, la formation et le côté pratique dès le départ, parce que la formation va quand même durer 1 an. Il y a eu des questions tout à l'heure par rapport au lieu de formation. Pour l'instant, nous n'avons pas le lieu de formation. Ça se fait vraiment chaque année. Voilà, en fonction des possibilités d'accueil des différents sites. Alors, pour vous donner un exemple, cette année, nous avions les inspecteurs contrôle comptable d'assiette qui étaient à Avignon, et nous avions les inspecteurs de lutte contre le travail illégal qui étaient à Montpellier. Ce sont des choses qui peuvent changer. L'année dernière, c'était à Marseille, les années précédentes, c'était à Lyon. Donc voilà, sur ça, il faut vraiment se le dire quand vous vous lancez dans ce process de recrutement qui, comme vous l'avez vu, est quand même assez long, puisque voilà, on postule en septembre, on a une réponse qu'en décembre. C'est vraiment une question à se poser. Est-ce qu'on est mobile? Est-ce qu'on est disponible pour faire des formations? Parce que voilà, quand vous partez en centre de formation, ça peut durer jusqu'à 2 mois de formation. Alors, bien sûr, les possibilités de rentrer les week-ends, etc. Mais voilà, ça sera 5 jours d'affilée dans une autre ville, voilà, potentiellement, comme je vous disais, Montpellier, voilà, ça peut être un autre site, ça peut être Marseille, Toulon, Nice, ça peut être plus loin, ça peut être Paris. Voilà, sur ça, on ne peut pas s'engager, on le sait assez tardivement. Donc voilà, c'est vraiment une question importante à se poser. Alors, sur la slide suivante, normalement, on doit avoir, donc ça, on en a parlé, c'est une formation initiale, voilà, qui est certifiante, une formation qui est nationale, voilà, comme on disait, c'est spécifique à tous ces métiers, donc tout le monde suit les formations en même temps. C'est une formation qui permet d'accéder à un certificat de qualification professionnelle qui a une reconnaissance européenne de niveau 7, donc voilà, l'équivalent d'un master 2, qui vous est reconnu à l'issue de cette certification de ce diplôme d'inspecteur du recouvrement. Et ça prépare les inspecteurs donc à assurer leur mission avec la législation. On en a beaucoup parlé, c'est important, voilà, l'évolution de la législation. Donc aussi bien partie recouvrement, lutte contre la fraude, évasion fiscale, travail dissimulé, voilà, de manière assez large. Il y a une très grosse partie sur la comptabilité, puisque voilà, comme vous l'avez compris, il faut savoir lire un bilan comptable, des fiches de paie, etc. Donc il y a une très grosse partie comptabilité qui est réalisée. Utilisation de tout ce qui est documentation, de nos outils, des SharePoint, etc. Savoir comment se retrouver avec nos outils professionnels, voilà, dès le départ, ça aussi c'est important. Les normes professionnelles, comment on dirige un contrôle, quelles sont les normes à suivre, voilà, ça aussi, tout ça c'est abordé. Le cadre des missions, voilà, ce que vous allez, comment elles sont cadrées, ce que vous allez faire, etc. Voilà, tout est abordé dans ces questions-là. Et tout ce qui est communication vis-à-vis des interlocuteurs, internes et externes. Dans le sens interne, puisque voilà, vous pouvez être amené à collaborer avec d'autres interlocuteurs, avec par exemple chez nous, je pense aux affaires juridiques, si votre dossier est amené à aller un petit peu plus loin. En externe à l'institution, évidemment les personnes que vous allez contrôler, mais éventuellement des partenaires lors de recrutement. Donc vraiment, toutes ces questions-là sont abordées. C'est voilà, vraiment l'idée de cette formation, encore une fois, c'est d'être certifié. C'est vraiment une formation qui va avec un métier. On parle d'alternance, parce que comme je vous le disais, les phases sont alternées entre formation en centre de formation et présence sur site. Mais voilà, c'est pas une contrat d'alternance au sens alternance contrat professionnalisation. C'est vraiment une alternance qui se fait avec nous.
Donc, pour rappeler les conditions de la formation, donc 12 mois, que ce soit pour le poste d'inspecteur LCTI ou le poste d'inspecteur CCA, même si les 2 formations se font séparément, les durées sont identiques. Voilà, on est à 12 mois, à peu près 12 mois, hein. Voilà, là, par exemple, ils finiront en novembre, donc un petit peu moins, voilà, 11 mois. Mais voilà, on est vraiment là-dessus. Comme je l'ai dit, un contrat de CDI, alors le contrat de professionnalisation, c'est vraiment très particulier, mais ça restera un contrat en CDI. C'est pas un contrat de professionnalisation comme ça peut se faire le temps d'une formation, d'une alternance. Ça reste un contrat CDI. C'est vraiment sur des conditions très spécifiques qu'on peut le proposer, mais voilà, ça restera bien un CDI. Une alternance, donc avec 40% de phase théorique et 60% de stage sur le terrain ou en TGSS pour les personnes qui sont sur les départements d'outre-mer. Voilà, c'est vraiment l'idée, c'est quand même d'être plus sur le terrain qu'en formation. Voilà, la théorie, c'est très bien, mais on met quand même cet accent sur la pratique. Et encore une fois, vous avez un tuteur, un moniteur qui sont avec vous et qui sont là vraiment pour vous former à la théorie. Pour la rémunération, donc pendant la formation, nous, il faut savoir qu'on est un organisme privé, mais on fonctionne avec une grille de salaire en niveau. Le niveau d'entrée, de manière très générale, c'est un niveau 3. Là, on est sur un niveau 5A, niveau d'entrée de cas, donc on est à 28 500 € bruts annuels sur 14 mois. Voilà, nos salaires sont versés sur 14 mois, c'est-à-dire un 14e mois de salaire qui est versé en fin d'année. Le 13e mois, lui, est versé en 2 fois, un demi-mois de salaire au mois de mai et un demi-mois de salaire au mois de septembre. Voilà, c'est pour ça qu'on fait notre calcul sur 14 mois. Évidemment, des remboursements des frais liés à la formation, hein, comme je vous disais, on n'est pas forcément sur votre lieu d'affectation que vous allez être formé. Donc évidemment, on prend en charge les frais de formation, les découchés et les déplacements. Voilà, évidemment, qui sont pris. Ça, c'est également une question que j'ai vue plusieurs fois qui a été posée dans le fil de discussion. Les postes seront ouverts dans toute la région PACA. Pour l'instant, on n'a pas le nombre de postes définis. En général, on tourne quand même autour d'une dizaine de postes, puisque voilà, on est quand même une grosse URSSAF. Donc voilà, un recrutement assez important. On était sur 14, je crois, l'année dernière, 13-14 postes l'année dernière. Donc voilà, il y a quand même ce nombre de postes. Et ensuite, on voit avec vous, en fonction du département, donc les villes que j'ai citées, en fonction des départements, sur quel site vous souhaitez être intégré. Donc voilà, ça, il n'y a pas on ne vous force pas à aller sur un département en particulier. On le décide vraiment ensemble au départ du recrutement. Voilà, pour toutes les infos, donc comme je le disais, un seul site pour postuler, ça sera la Sécu Recrute. Donc le site de la Sécu Recrute, c'est un site qui est générique, qui est sur tous nos postes, toute l'institution de sécurité sociale, hein. Donc vous verrez aussi des postes de la CEPAM, de la CARSAT, etc. Mais bien sûr, il y a nos postes et pour les trouver, donc vous faites une recherche, je recherche une offre, les métiers de la sécurité financière et vous nous retrouverez évidemment à partir du 1er septembre, parce qu'évidemment pour l'instant les offres de poste ne sont pas encore en ligne, puisque voilà, ça sera pour septembre. Merci beaucoup Christelle et merci à tous les intervenants. Alors nous allons à présent répondre à quelques questions qui ont été posées pendant cette webconférence. Donc nous avons pas mal de questions pour Christelle. Est-ce que tu as une visibilité sur les postes qui vont être disponibles et dans quel département ils le seront? Alors, le nombre de postes, comme je disais, non, je ne l'ai pas encore. Je pense que ça tournera autour d'une dizaine. Et ensuite, on ne fixe pas de postes par département. Comme je le disais, on voit avec les candidats. On a des inspecteurs sur tous nos sites, donc on voit en fonction du choix du candidat. Merci Christelle. Une autre question, est-ce qu'il y a un âge maximum au-delà duquel on ne peut plus candidater? Non, pas d'âge. Comme je dis, c'est un recrutement. Après, voilà, à prendre en compte pour la personne qui a déjà une année de formation et qu'ensuite, derrière, il y a la tenue de poste, il y a un agrément qui prend aussi également 1 an. Donc voilà, pour exercer le métier, il faut quand même se dire qu'on part quand même sur 2 ans avant de vraiment pouvoir exercer son métier entre autonomie, entre guillemets, parce qu'il y a toujours à apprendre. Merci Christelle. Alors, on a eu pas mal de questions sur la prise en charge des frais liés à la formation. Donc, tu nous confirmes bien que ces frais sont pris en charge, donc l'hébergement. Oui. Ok. Est-ce que tu peux nous rappeler la rémunération?
Alors, au cours de la formation, on est sur 28 500 à l'année sur 14 mois. On est sur un 5K. Il faut savoir qu'à l'issue de la formation, à ce moment-là, on bascule en niveau 6, donc à condition que la personne soit certifiée, hein, c'est-à-dire qu'elle ait réussi son examen. À ce moment-là, on bascule sur 34 000 € pareil, sur 14 mois, avec possibilité d'évoluer vers un niveau 7, donc un niveau suivant. En termes de perspective, là, on est sur à peu près 39 000 € par an. Merci beaucoup. Une autre question, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir la nationalité française pour postuler? Française, les salariés de l'Union européenne peuvent également candidater. Sinon, il y a tout ce qui est autorisation de travail, il faut voir comment ça se passe par rapport aux autorisations de travail, des durées d'autorisation de travail. Et Christelle, il y avait une question aussi Mmh. par rapport à une personne qui dit être à 2 ans de l'échéance de sa retraite et qui voudrait savoir si, par exemple, je pense qu'il y a une limite d'âge ou quelque chose comme ça qui pourrait être dans le cadre du processus. Alors nous, on met pas de limite d'âge, ça voilà, il y a pas de à ce niveau-là. Après, c'est à la personne de voir à quel, comme je le disais, il y a 1 an de formation et derrière pendant 1 an, vous n'avez pas encore votre agrément. Donc vous pouvez pas contrôler. Donc à voir si il y a cette envie de s'engager pour 1 an pour peut-être potentiellement derrière travailler 1 an, si possible avec pas l'agrément définitif. Voilà, là, il faut voir vraiment comment la personne, se sent par rapport à ce poste. Merci Christelle. Et on a une autre question. Est-ce qu'on peut conserver ses indemnités chômage durant la formation? Non, parce que vous êtes embauché en CDI. Donc vraiment au 1er jour de la formation, je vous dis ça commence le 10 janvier. Le 10 janvier, vous êtes salarié de l'institution de l'URSSAF PACA, donc vous êtes en CDI et vous avez votre salaire. Oui, c'est ce que j'allais dire. Après, il y a une petite subtilité, Christelle, parfois en fonction des Mmh. salaires, il y a un comparatif qui se fait par rapport à ce qui a pu, être perçu avant. Mais voilà, c'est important que vous soyez, bien dans cette information et que, vous êtes vraiment salarié quand vous rentrez. Vous n'êtes pas, en statut de stagiaire de la formation comme on peut l'avoir sur, d'autres actions où la formation met ce statut-là. J'ai des questions sur le cumul d'activités, ce n'est pas possible, hein. Alors c'est pas que pour les métiers d'inspecteur, j'ai eu 2-3 questions. Tous les personnels des organismes de sécurité sociale sont soumis au non-cumul d'activités. Donc ça, c'est voilà, c'est nous, c'est le code de la sécurité sociale, donc non, on peut pas cumuler notre activité. Je regarde en même temps les questions. Après, il y a eu beaucoup de questions sur l'hébergement, je pense que j'y ai répondu, mais ça, voilà, les hébergements se trouvent, hein, voilà, les élèves qui sont à Montpellier, ils ont trouvé des logements sans problème. Comme je vous dis, voilà, il y a la prise en charge, il y a la possibilité aussi d'une avance de frais en début de formation, pour pouvoir couvrir les premières dépenses, voilà, donc ça, c'est pris en charge, c'est faisable. On a une question sur la formation, Mmh. donc non, ah oui, pardon. Est-ce qu'elle se fait en PACA? Je te laisse répondre. Et non, pas obligatoirement. Comme j'ai dit, cette Voilà. année, on a eu Montpellier. Voilà, c'est national. Donc, en fait, pour être transparent, voilà, on voit en fonction des autres collègues des autres URSSAF, voilà, le nombre d'inspecteurs qu'on a recrutés, les formations, on optimise. Donc, voilà, pas forcément en PACA. Christelle, il y avait une question sur les prérogatives de recrutement. Je sais que Maxime et Benoît en ont parlé. Est-ce qu'il y en a quelques-unes que vous souhaiteriez mettre en avant? C'est-à-dire prérogatives en termes, comment vous appelez ça? De formation, Je pense de prérequis. Je de pense, prérogatives, ouais, prérequis, ben, après, comme je l'ai expliqué, nous, c'est vrai qu'on apprécie particulièrement les profils comptables et juridiques, parce que là, pour le coup, on est dedans, hein, il y a la législation à apprendre, il y a la comptabilité, donc voilà, je vois ça. Voilà, après en tout ce qui est savoir-être, bien évidemment, on attend de l'assertivité parce que voilà, les personnes seront en contrôle, hein, face à des entrepreneurs. Il faut savoir expliquer, de la pédagogie parce que voilà, il faut savoir aussi expliquer ce qu'on fait, pourquoi il y a l'URSSAF. De l'autonomie, beaucoup d'autonomie parce que voilà, c'est un petit peu le pendant, hein, quand on est autonome, on part en contrôle
Et voilà, il faut assurer, il faut organiser aussi son emploi du temps. Voilà, ça, il y a un plan de contrôle qui est défini, mais il faut savoir s'organiser, respecter les échéances. Moi aussi, c'est très important parce que voilà, il y a des délais, je pense que voilà, mes collègues inspecteurs, le diront mieux que moi, mais bien sûr Je que confirme. voilà, il y a des délais à respecter très importants, délais d'observation, voilà, et cetera. On va pas rentrer dans le détail, mais voilà, des durées à respecter pour être dans les clous. Donc voilà, il y a tout ça à prendre en compte, quand on veut devenir inspecteur. On a une autre question qui concerne le handicap. Est-ce que ce sont des postes qui sont compatibles avec une situation de handicap? Oui, je vois pas de voilà, après pareil, il y a la question du déplacement, donc voilà, si bien sûr vous pouvez vous déplacer, sans difficulté dans les entreprises, voilà, parce que c'est pas un poste sédentaire, donc c'est la seule chose que je vois. Après évidemment, on met en place, si la personne a besoin d'un aménagement de poste, c'est tout à fait possible, voilà. En fonction du handicap, pardon, bien sûr, on est là pour accompagner et mettre tout ce qu'il faut en place pour que ça se passe bien. Et c'est d'ailleurs le cas, on a des inspecteurs qui sont dans cette situation-là. Il y avait une question aussi, est-ce qu'un étranger avec une carte de résident de 10 ans peut candidater? Ça commence à devenir pointu sur les alors, là, il faudrait que je vérifie. A priori comme ça, je dirais que c'est OK puisque normalement avec la carte de résident, on a l'autorisation de travail. A priori, je dirais oui. Je pourrais me renseigner plus avant et vous confirmer ça. Je vais mettre cette, particularité que vous dites, Christelle, avec Ouais, autorisation de travail ouais. et après on complétera avec, d'accord. Et il y avait le niveau de rémunération de départ, mais ça vous l'aviez dit, je crois qu'il était à 28 000, 28 500, ouais, niveau 5A. 28 500. Et on a des questions un peu sur le nombre de postes à pourvoir. Donc, je pense que Là, je n'aurais pas. Comme je vous le dis, voilà, ça tourne à peu près autour d'une dizaine de postes par an, voilà, généralement pour la région PACA. Après, voilà, au niveau national, il y a aussi d'autres postes dans la région pour ceux qui sont mobiles. Je vois une question sur le permis de conduire. Oui, c'est obligatoire, hein, le permis de conduire. Voilà, ça, on peut pas revenir là-dessus. Il faut l'avoir à la date du recrutement. Donc, c'est-à-dire, il faut qu'au 10 janvier, vous ayez votre permis. Donc, à minima qui soit en cours, mais voilà, il faut être sûr de pouvoir le présenter. On demande le permis de conduire, de toute façon, avant l'embauche, hein. Je regarde, il y a beaucoup de questions sur la formation, le logement, on y a répondu. Oui. Voilà, je vois les questions sur 5 mois de formation potentiellement dans un autre département. Oui, oui, voilà, c'est ça. Oui, ça, c'est quelque chose, voilà, auquel il faut bien réfléchir et voilà, se le dire, que c'est un engagement. Voilà, être inspecteur, c'est un engagement. Heu, Pendant la formation, hein, parce que du coup, voilà, on bouge pas mal et aussi après, hein. Voilà, c'est un métier de déplacement, dans la région, potentiellement, pour faire des contrôles. Après ça, moi, je connais un petit peu moins, c'est plutôt Benoît et Maxime qui sauront un peu mieux vous éclairer, mais il y a aussi des déplacements quand on est inspecteur. Voilà, ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte. Alors oui, moi, je veux bien parler de côté Mmh. social au niveau des déplacements. Principalement, on se sert, du véhicule quand j'interviens, alors j'habite sur Marseille. On me demande souvent si j'ai un secteur. Alors, on n'a pas vraiment de secteur. La compétence, elle est nationale. Cependant, vous imaginez bien qu'on évite de nous envoyer à l'autre bout de la France. Mais pour donner quand même un ordre d'idée, je vais tout autour de Marseille, dans un rayon, je vous parle en temps, autour de 1 heure. Donc, ça peut aller jusqu'à Aix-en-Provence le matin ou Port-de-Bouc si vraiment c'est un contrôle exceptionnel. Et voilà, pour les déplacements un peu journaliers. Ça peut être aussi à côté de la maison, ça arrive, hein. merci Maxime. Je vois qu'il y a une Alors, question, j'en profite de faire un peu ma pub, enfin notre pub, Séverine, parce que je vois qu'il y a une question sur la possibilité de travailler à la sécurité sociale en URSSAF. ah oui, Donc je vous invite, voilà, j'en profite. Oui, on a des process de recrutement, toute l'année, qui sont en cours et des CDD, CDI sur d'autres postes, plus classiques, sans formation longue et cetera. Donc n'hésitez pas à aller sur le site de la sécurité sociale, celui qu'on vous a montré tout à l'heure, la Sécu Recrute, voilà. Toutes nos offres y paraissent. Et nos métiers merci sur Christelle. ursaf.org, pardon. Merci Comme ça. beaucoup. Merci à tous. Donc, on arrive au terme de cette Ouais. présentation. Merci de nous avoir suivis si nombreux et je vais laisser la parole à Sabrina pour quelques mots de fin. Merci beaucoup Séverine, merci beaucoup à tous parce que c'était, je trouve, clair et je pense que ça a apporté des précisions à nos participants.
Voilà, n'oubliez pas que vous avez vos conseillers qui peuvent vous accompagner sur vos démarches, sur les informations que vous pouvez avoir, puisque comme aujourd'hui, c'était une information sur les métiers, voilà, ça peut vous permettre de compléter vos démarches, votre parcours, et puis vous aurez accès au replay, aux informations qui seront transmises pour que vous puissiez tout simplement faire vos démarches au moment opportun, comme l'a précisé et l'a présenté Christelle. Et vous avez un rappel sur le site qui vous a été mis dans la conversation pour que vous puissiez avoir le site La Sécu Recrute. Merci Sabrina, et on vous remercie aussi de prendre quelques minutes pour répondre au questionnaire de satisfaction qui se trouve dans le fil de discussion. Merci à tous nos intervenants, et n'hésitez pas à consulter les offres qui seront disponibles dès le mois de septembre. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Merci. Au revoir.